Bonsoir et bienvenue sur Euronews. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous quotidien avec l'actualité européenne et internationale. À la une ce soir, les défenseurs de la planète paient le prix fort pour leur engagement. 164 d'entre eux ont été tués en 2018 pour avoir voulu défendre l'environnement, leurs droits et leurs traditions. La planète qui n'en finit plus de chauffer, le Groenland et la Sibérie connaissent une vague de chaleur exceptionnelle, avec elle des conséquences désastreuses comme une accélération de la fonte des glaces et d'immenses feux de forêt. Il incarne la continuité de la monarchie marocaine tout en affichant une image d'homme moderne, ouvert au changement. Mohamed VI célèbre aujourd'hui ses 20 ans de règne. À la fin de ce journal, nous ferons le grand saut depuis le port de Mostar en Bosnie. Détruit par les Croates puis reconstruit à l'identique, il reste le symbole de la vie multiethnique. Défendre sa terre et ses traditions contre des projets miniers, forestiers ou agro-industriels, c'est se mettre parfois en danger dans certaines parties du monde. Au Brésil, le chef de la tribu des Wayapi a été tué et son village attaqué par des mineurs. Il fait partie de la longue liste des défenseurs de l'environnement assassinés ces derniers mois. Marc Bouchage. Les défenseurs de l'environnement ont à nouveau payé un lourd tribut en 2018. Au moins 164 d'entre eux ont été assassinés d'après le bilan annuel établi par l'ONG Global Witness, publié cette semaine. Parmi les pays les plus dangereux pour les militants et leaders autochtones qui défendent leurs terres, on trouve en tête les Philippines avec 30 meurtres, suivis de la Colombie et de l'Inde. Plus de la moitié des 164 meurtres commis en 2018 ont eu lieu en Amérique latine, qui reste le continent le plus touché depuis les premiers classements établis par l'ONG il y a 7 ans. À noter que le nombre de morts en 2018 est en baisse par rapport à 2017, année la plus meurtrière avec 207 morts. Mais pour Global Witness, le chiffre de 164 tués en 2018 pourrait être sous-évalué, car certains événements se produisent dans des lieux très reculés. L'an dernier, les activistes les plus ciblés ont été ceux qui luttaient contre des projets miniers, contre les secteurs en lien avec l'agrobusiness et les projets de barrages. Ce rapport dénonce aussi le rôle des investisseurs, y compris celui des banques de développement, dans des projets controversés. Contrer les effets du changement climatique en reboisant le pays, c'est l'objectif de l'Éthiopie qui donne l'exemple. Plus de 350 millions d'arbres viennent d'être plantés, une initiative géante que nous raconte Sophie Samaï. Ils avaient prévu d'en planter 200 millions. Ce sont finalement 353 millions d'arbres qui ont rejoint les sols éthiopiens. Un record dont s'est félicité le Premier ministre. Abiy Ahmed n'a pas hésité à mettre lui-même les mains dans la terre pour cette opération de reboisement du pays nommée Héritage vert. L'Éthiopie prévoit de planter 4 milliards d'arbres entre mai et octobre de cette année. La question de l'environnement est une préoccupation majeure, même au niveau mondial, mais plus encore pour ce pays. La plupart des problèmes et la famine que nous voyons dans ce pays pourraient être liés au manque de protection de notre environnement. Plus de 2,6 milliards d'arbres ont déjà été plantés dans ce pays de l'Est du continent africain. Une nécessité alors que la couverture forestière de l'Éthiopie serait passée de 35% au début du XXe siècle à 4% dans les années 2000 selon l'ONU. En cause, une population croissante et d'importants changements climatiques. Je vous le disais en titre, l'air brûlant que nous avons connu en Europe la semaine dernière remonte vers les régions polaires. Pour le seul mois de juillet, la calotte glaciaire du Groenland a perdu l'équivalent de 64 millions de piscines olympiques. Stéphanie Morbois. Les glaciers du Groenland, mis à rude épreuve avec les températures caniculaires de ces derniers jours en Europe. La vague de chaleur qui a sévi sur le vieux continent s'est déplacée vers les régions du nord. Des températures très élevées sont attendues ce mardi au Groenland, entraînant l'épisode de fonte de glace le plus important depuis 2012 et le second le plus important depuis 1950. Sur ces images satellites, on peut voir la masse d'air chaud positionnée à l'extrême nord de la planète. Autre conséquence de ces températures records, d'impressionnants feux
de forêt font rage en Sibérie. Les écologistes crient à la catastrophe. Des villes entières sont recouvertes de fumée noire et d'odeurs âcres. Chaque année, des feux ravagent de vastes étendues isolées de Sibérie, mais les niveaux atteints cet été sont exceptionnels, faisant craindre un impact environnemental à long terme. Certains spécialistes estiment même que ces feux pourraient avoir une répercussion sur la fonte des glaces de l'Arctique. L'antenne russe de Greenpeace s'alarme contre une catastrophe écologique à l'échelle de tout le pays. Selon elle, ce sont 12 millions d'hectares qui ont brûlé cette année, provoquant d'importants dégagements de gaz carbonique. Pour refermer cette page environnement, à noter que Greta Thunberg, la jeune militante suédoise de 16 ans qui lutte contre le réchauffement climatique, associe à la parole au geste. C'est donc en voilier qu'elle ira à New York en septembre prochain pour participer au sommet mondial de l'ONU sur le climat. Pas question pour elle de prendre l'avion. Au Maroc, Mohamed VI célèbre aujourd'hui ses 20 ans à la tête du pays. Une nouvelle étape pour le monarque qui entend réduire les inégalités sociales et s'attaquer aux services sociaux de base. Il annonce un remaniement gouvernemental pour la rentrée. Regardez. Musique militaire et tapis rouge au palais de Tétouan, la résidence de Mohamed VI. Le Maroc célèbre comme il se doit la fête du trône, une édition particulière de cette fête traditionnelle puisqu'elle marque les 20 ans du règne de Mohamed VI. La veille, il s'est adressé à la nation dans un discours retransmis à la télévision et à la radio. Il a dressé le bilan des 20 années passées et parlé de l'avenir du pays, promettant une étape nouvelle pour réduire les disparités criantes du Maroc et annonçant notamment un remaniement gouvernemental à l'horizon de la rentrée prochaine pour apporter, selon ses mots, du sang neuf. L'heure est à la fête dans tout le pays, comme ici à Rabat, l'occasion pour les habitants de dresser le bilan du règne de Mohamed VI. Sous le règne de Mohamed VI, le Maroc a évolué dans certains secteurs, mais pas dans d'autres comme l'éducation et le travail. En tant que jeune, je vois qu'il n'y a pas assez de possibilités d'emploi. Le Maroc s'est amélioré dans de nombreux domaines, notamment celui de la santé. Mon père me dit qu'il y a un grand progrès dans ce domaine et que les citoyens bénéficient de nombreux avantages. Mais les choses ne vont pas bien dans l'éducation. Malgré les efforts de développement, le pays souffre de profondes inégalités. L'emploi des jeunes, qui représente un tiers de la population, est un véritable sujet de préoccupation. C'est l'appel de l'Organisation internationale pour les migrations contre la traite des humains. Il ne faut pas rester les bras croisés et espérer que les choses changent. Les détails avec Johan Giametta d'Angelo. Pour la plupart d'entre elles, elles ont choisi de quitter leur foyer à la quête d'une vie meilleure, mais se sont retrouvées piégées dans un véritable enfer. Selon les Nations Unies, plus d'un tiers des victimes de trafic d'êtres humains sont des femmes, forcées de se prostituer. Des personnes vulnérables, asservies puis revendues par des véritables marchands d'esclaves des temps modernes. Depuis 2003, le nombre de victimes recensées par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a triplé, passant de 7 500 à 25 000. Selon les estimations de l'ONU, 30% de ces victimes sont des enfants, condamnés au travail forcé et à l'exploitation sexuelle. C'est dans les zones de conflit comme en Libye que le trafic d'êtres humains prolifère le plus, avec des groupes armés qui exploitent les civils et des trafiquants qui ciblent les migrants. L'ONU appelle aujourd'hui les gouvernements à prendre le problème encore plus au sérieux. On termine ce journal avec un plongeon depuis le pont de Mostar en Bosnie. Une tradition cette année à la saveur particulière. Stéphanie Morbois. Mostar, petite ville médiévale du sud de la Bosnie-Herzégovine, célèbre pour son pont millénaire, le Stari Most, le vieux pont en bosnien, et son concours de plongeon qui a lieu chaque année le dernier week-end de juillet. Tradition depuis 1968, véritable défi sportif, les athlètes s'élancent de 25 mètres de haut pour un saut dans la Neretva, la rivière rapide et froide qui partage la ville. Nous avions l'habitude de traiter le vieux pont comme un être vivant. Les plongeurs le nettoyaient, le polissaient et on prenait soin comme si c'était une chose vivante et respirante. Il nous a servi pendant 5 siècles avant d'être détruit, comme vous le savez déjà.
Ce pont a ensuite été transformé en une sorte de frère du vieux pont d'origine. Nous espérons qu'il nous survivra et que nous pourrons le voir encore de nombreuses années, peut-être encore 1000 ans. Car ce pont est un témoin de l'histoire. Détruit en 1993 pendant la guerre, il a été reconstruit à l'identique en 2004. Son inauguration avait donné lieu à des célébrations très appréciées des habitants de Mostar. Cette année, les plongeons dans la Neretva ont une saveur particulière. On célèbre le 15e anniversaire de la reconstruction du Stari Most. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, d'autres infos sur Euronews. Excellente soirée à tous. À demain.